Comme dans d'autres coins de France que nous traversons avec notre série, c'est donc sur ces terres désormais fertiles pour la conquête islamique que va venir se développer la France d'après. Celle dans laquelle, des salles de classe au club de sport, l'islam trouve de plus en plus d'adeptes. Dans le sport, c'est dans les vestiaires et sur les terrains que l'on observe cette radicalisation. Demande de salles de prière en marge des équipements sportifs, report de matchs en fonction du calendrier coranique et du ramadan, pratique du hijama, la médecine islamique, mais aussi et surtout la pudeur islamique. À Monceau-les-Mines, par exemple, en Saône-et-Loire, les joueurs du club Team Monceau Football ont pris pour habitude de cacher l'arrois, une partie du corps située entre le nombril et les genoux que l'on devrait dissimuler conformément au commandement de la religion musulmane et à une société charia compatible. Un entrisme dans le sport dû à une explosion du prosélytisme numérique, comme on peut le voir ici. Dans la aura de la vie quotidienne, il y a une divergence. Certains savants ont dit que la aura partait du nombril, le nombril compris, jusqu'au genou. Cette tenue est désormais interdite pour jouer au football amateur en France. Alors désolé, peut-être que j'en ai choqué beaucoup d'entre vous avec ma tenue, peut-être qu'elle est un peu trop provocante, je sais pas. Vous voyez, à l'heure actuelle, j'ai le Bakash Aura de la marque Aura, qui est la marque d'un frère qui a lancé il n'y a pas très longtemps pour les sportifs musulmans pour qu'ils puissent cacher leur Aura. Les frères, ça fait 1 an qu'on fait un pressing au surf par rapport à leur Aura, et à juste titre, parce que c'est un truc banalisé. Zahma, vous n'avez pas honte. Toute l'année, ouais, la Aura des femmes, la Aura des femmes, la Aura des femmes. Et vous, l'été, normal, mini-short, torse nu, normal, manque de pudeur, normal. C'est évident et ça n'est pas nouveau. L'ensemble du territoire en fait en réalité est concerné. On voit même des clubs aujourd'hui qui floutent les genoux de leurs joueurs sur certaines photos. Donc c'est pas un phénomène marginal, c'est un phénomène massif qui d'ailleurs avait déjà été dénoncé en son temps dans une enquête par un ancien gendarme qui s'appelait, j'ai son nom ici, Médéric Chapiteau, à la suite d'ailleurs d'une note confidentielle des renseignements territoriaux qui avait révélé que précisément le sport était une des voies de radicalisation et d'entrée de l'islamisme, avec une multiplication des clubs sportifs communautarisés. On avait quelques chiffres d'ailleurs qui avaient été révélés à l'époque, 65 000 pratiquants qui sont affiliés précisément à des associations communautaires, 11 000 sportifs liés à 122 clubs suivis pour séparatisme, et près de 1057 fichiers S qui sont identifiés dans la pratique sportive. Et c'est évidemment un des vecteurs de recrutement même du djihadisme, puisqu'on se souvient notamment des attentats de Madrid. On sait que les djihadistes, en l'occurrence, avaient été recrutés dans des clubs de sport. Donc c'est évidemment un vecteur majeur pour le frérisme en particulier. Et c'est en cela que c'est particulièrement inquiétant, puisqu'on voit bien que typiquement le club du PSG est devenu un club halal, sous évidemment l'égide du Qatar, qui est un des grands argentiers et un des grands protecteurs des frères musulmans, comme la Turquie, et qui détient, vous le savez, l'essentiel des droits sur Bein Sport. Donc évidemment que le sport est utilisé, du fait de son audience, de sa popularité, comme un des moyens de pression et de subversion pour petit à petit transformer les sociétés occidentales en sociétés charia compatibles. Et c'est pour ça qu'il y a une telle offensive, on le voit, pas seulement dans l'école, mais aussi dans le sport, avec cette grande polémique autour du port du voile des jeunes femmes dans la pratique sportive, dans les clubs et évidemment dans les compétitions. C'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, évidemment, des cas isolés de jeunes femmes qui veulent défendre évidemment leur liberté religieuse, leur liberté individuelle. En fait, c'est des offensives qui sont concertées pour mettre sous pression précisément les modes de vie occidentaux. Et c'est très compliqué d'ailleurs, parce que évidemment, il y a, on va dire, une différence d'appréciation entre, on va dire, peut-être la vieille garde de la direction, par exemple, de la Fédération française de football, et toute la nouvelle garde des supporters et des joueurs, qui sont bien sûr très très offensifs là-dessus. On le voit dans le voile, mais on le voit aussi maintenant dans le fait d'avoir des matchs qui s'arrêtent pour permettre les prières. On voit la multiplication et la normalisation totale des repas halal dans les clubs. Donc c'est vrai que ça recule de jour en jour et d'année en année, d'où la nécessité sur ce sujet, évidemment, de ne rien lâcher, parce qu'à partir du moment où on admet l'idée des accommodements raisonnables et on admet que, en l'occurrence, la pratique de l'islam doit entraîner l'adaptation du sport, et non pas l'inverse, eh bien, on fait gagner, bien sûr, les fréristes et les radicaux. Et c'est vrai que je notais la fois dernière, c'est passé totalement inaperçu, mais on a un athlète français qui s'appelle Mohamed Kounta, qui, dans l'indifférence générale, par exemple, a réintégré
l'équipe de France d'athlétisme, hein, il a même concouru en l'occurrence pour les mondiaux de relais, alors que cet homme avait été sanctionné pour des propos antisémites, des propos anti-blancs, des propos anti-français. Donc on voit bien qu'on est très très loin de l'exigence qu'on devrait s'imposer sur ce sujet.